Le 6 mars 1957. Le Ghana proclame son indépendance, une première pour un pays de l'Afrique noire. À la tête de ce nouveau pays, Kwame Nkrumah, un homme indépendantiste et panafricaniste ghanéen. Depuis des années, il a été le leader politique majeur dans une lutte pour l'indépendance. Après la proclamation de cette indépendance, il lance des réformes sur le plan national et préconise l'unité africaine avec la création des États-Unis d'Afrique. Il sera ainsi considéré comme l'une des grandes figures du panafricanisme. Nommé président à vie, dans un pays où règne une vague de mécontentement, son gouvernement sera renversé le 25 février 1966. Le 27 avril 1972, il décède dans un hôpital de Bucarest, à la suite d'un cancer de l'estomac. Kwame Nkrumah est né en 1909, dans un village du sud-ouest du Ghana, à l'époque colonie britannique. Très jeune, il bénéficie d'une scolarisation payante, malgré son origine sociale modeste. Décrit comme un élève remarquable et brillant, il intègre une école prestigieuse, au niveau de la capitale. En 1935, il débarque aux États-Unis, afin de poursuivre ses études à l'université de Lincoln. Durant cette période, il enchaîne les petits boulots, parallèlement à ses études. Plus tard, il décrira sa vie aux États-Unis, comme des années de misère. En 1939, il obtient une licence en économie et en sociologie. Étage 4 ans plus tard, il obtiendra un master en philosophie. Aux États-Unis, son militantisme a atteint une nouvelle dimension. En effet, il est membre d'une association d'étudiants africains, avant d'en devenir le président, en 1942. Pendant cette période, il s'intéresse à la lutte contre le colonialisme et l'impérialisme, ainsi qu'à la théorie de l'Afrique aux Africains. Avant quitter les États-Unis, pour la Grande-Bretagne, où doit se tenir le Congrès panafricain de 1945, il rédige une brochure, nommée Vers la libération nationale. Dans cet ouvrage, il développe son analyse du colonialisme, décrit comme conséquence des besoins du capitalisme. Ces besoins seraient d'accéder à des matières premières au moindre coût, de disposer d'une main-d'œuvre bon marché, et d'écouler ses surproductions. Selon lui, les discours sur la mission civilisatrice et sur l'éducation des indigènes ne sont que des prétextes pour dissimuler la réalité du colonialisme. En Grande-Bretagne, il adhère au syndicat des étudiants d'Afrique occidentale et entreprend d'étudier le droit en menant ses activités politiques. En décembre 1947, il retourne au Ghana et devient secrétaire général du parti indépendantiste, la Convention unie de la Gold Coast. C'était un parti politique, fondé en 1947. Son but était d'obtenir l'indépendance du Ghana vis-à-vis des autorités coloniales britanniques après la Seconde Guerre mondiale. Cependant, le parti est essentiellement constitué de notables indigènes, se souciant peu des problèmes des plus pauvres, avec des démarches parfois favorables aux colonialistes. Kwame Nkrumah décide d'apporter des changements. Des journaux sont créés et rencontrent un succès croissant. De son côté, le leader politique multiplie les conférences. Comme réaction, l'administration coloniale organise des répressions. Plusieurs dirigeants du parti sont incarcérés, ses publications sont censurées. Février 1948. Lors d'une manifestation, la police ouvre le feu sur la population. Résultat, une vingtaine de morts et des centaines de blessés. Les hauts dirigeants du parti décident d'écarter Nkrumah en le démettant de sa fonction de secrétaire général.
Par la suite, il sera incarcéré pendant 2 mois, avec d'autres dirigeants du parti. Le 12 juin 1949. Avec son objectif d'obtenir l'autonomie, Kwame Nkrumah annonce la fondation d'un nouveau parti, la Convention du Parti populaire. De manière incontestable, il devient une figure majeure du mouvement indépendantiste. Il appelle ainsi au boycott et à la désobéissance civile. En conséquence, il est de nouveau arrêté par les autorités britanniques et condamné à 3 ans de prison en 1950. Au cours de cette même année, des grèves et des manifestations organisées par son parti. Ces activités ont permis la promulgation d'une nouvelle constitution prévoyant une assemblée législative et des élections municipales. La nouvelle constitution et la victoire de son parti aux élections législatives de février 1951 entraînent sa libération et son accession au poste de Premier ministre. Il est finalement désigné pour constituer un gouvernement. Le leader politique fonde donc le premier gouvernement africain de l'Empire britannique. L'indépendance n'est pas encore totalement acquise. Kwame Nkrumah rejette l'idée que les dirigeants locaux, qui avaient favorisé les Britanniques, puissent jouer un rôle dans le gouvernement. En tant que Premier ministre, il décide de développer les infrastructures de son pays, grâce aux excédents de la commercialisation du cacao. Ainsi, le domaine de l'éducation et celui de la santé enregistrent de véritables progrès. Des réformes sociales sont mises en place, et les femmes obtiennent le droit de vote en 1954. Ces réformes sociales lui permettront d'avoir un support électoral lors des législatives de juillet 1956. En 1956, de nouvelles élections sont organisées. Le nouveau gouvernement obtient une promesse des Britanniques de l'indépendance, avec la demande du peuple. La victoire de son parti aux élections législatives ouvre la voie vers l'indépendance. Une indépendance obtenue le 6 mars 1957. Sur le plan continental, il développe l'idée d'une unité africaine pour faire face aux grandes puissances. En 1958, à Accra, s'est tenue la première conférence des États indépendants d'Afrique. En plus de revendiquer l'indépendance de l'Afrique, il prône la formation d'une entité internationale, les États-Unis d'Afrique. Selon lui, cette entité permettrait au continent de devenir l'une des plus grandes forces du monde. En 1958, il apporte un soutien financier à la Guinée de Sékou Touré, fraîchement indépendante. Il forme une union avec ce pays, rejoint par le Mali, en décembre 1960. Cette union marquait le premier pas vers une réalisation concrète du panafricanisme. En mars 1963, il participe activement à la rédaction de la charte de l'Organisation de l'Unité africaine. Toutefois, son idée de créer un gouvernement central africain n'était pas prise en compte. Ces initiatives du panafricain font naître une hostilité à son encontre. Certains pays occidentaux considèrent qu'il œuvre en défaveur de leurs intérêts. Dans le continent, des dirigeants africains l'accusent de vouloir propager le communisme dans ses projets de panafricanisme. À la tête d'un pays totalement autonome, Nkrumah tente de développer un modèle socialiste, se référant à plusieurs nations africaines. Le gouvernement tente de diversifier l'économie et de réduire sa dépendance extérieure avec le développement de l'industrie. La réalisation d'un barrage hydroélectrique et d'un grand port en eau profonde marque un développement significatif des infrastructures.
L'éducation est rendue gratuite et obligatoire en 1962. L'éducation supérieure le devient en 1965. Le président du Ghana s'efforce également de promouvoir une culture panafricaine. Dans ce sens, il supervise la création d'un musée national du Ghana qui ouvre le 5 mars 1957. Il met aussi en place un conseil des arts du Ghana, une bibliothèque de recherche sur les affaires africaines, en juin 1961. En 1962, il ouvre un institut des études africaines. Son régime est à l'origine de la formation de la Ligue des femmes du Ghana. Cette organisation a travaillé sur la nutrition et sur l'éducation des enfants. Elle a aussi mené une manifestation contre les essais nucléaires français dans le Sahara. En 1959, puis en 1960, des dispositifs législatifs sont adoptés, créant des sièges réservés aux femmes au sein du Parlement. Des démarches sont entreprises pour faciliter l'entrée des femmes en université et dans certaines professions, notamment vers la médecine et le droit. Malgré la modernisation du pays, on assiste à une légère détérioration de la situation économique du Ghana. La chute des cours du cacao, principale exportation du pays, constituait un probable frein au développement. Ajoutez à cela, les prix des produits importés connaissaient une hausse considérable. Kwame Nkrumah dénonce l'échange inégal. Cet échange, qui voit les grandes puissances s'attribuer à bas prix des matières premières et surfacturer les produits manufacturés. En réaction, une économie planifiée est mise en place et un plan septennal est adopté en 1964. Ce plan devrait se traduire par une politique d'investissement public de façon à réduire la dépendance économique vers l'étranger. Cependant, le jeune pays n'avait pas les capacités pour mobiliser un tel capital intérieur. Avec des investissements étrangers presque inexistants, ce nouveau plan était donc voué à l'échec. Finalement, cette période est marquée par un gaspillage des ressources naturelles, un accroissement de la corruption et une montée du chômage. Avec tous ces problèmes économiques, un mécontentement grandissant s'empare de la population. Kwame Nkrumah perd en popularité. Il devient de plus en plus autoritaire lorsque son parti devient parti unique en 1964 et qu'il est nommé président à vie. Le 24 février 1966. Alors qu'il est en visite diplomatique, en Chine, son régime est renversé par un coup d'État militaire. À l'annonce de cette prise de pouvoir, une partie de la population descend dans la rue pour célébrer la chute du président. Kwame Nkrumah ne rentrera jamais dans son pays. Il se réfugie en Guinée, chez Sékou Touré, qui lui propose la coprésidence du pays. Dans son pays d'exil, il fonde une maison d'édition qui publie ses théories révolutionnaires et ses livres sur l'unité africaine. Le 27 avril 1972. Il décède dans un hôpital de Bucarest, à la suite d'un cancer de l'estomac. 20 ans après sa disparition, un mausolée est édifié en son nom, en l'honneur du premier président ghanéen. Cet acte lui donne l'image du père fondateur du Ghana, figure panafricaine et anticolonialiste. Le mausolée est aujourd'hui l'un des monuments les plus importants de la capitale ghanéenne. Kwame Nkrumah a été la figure principale du mouvement vers l'indépendance du Ghana. Après avoir étudié aux États-Unis, puis en Grande-Bretagne,
où son militantisme s'est développé, il rentre dans son pays, pour entamer une lutte vers l'indépendance. Avec un grand soutien populaire, il deviendra Premier ministre, puis premier président de la République, lorsque le Ghana obtient son indépendance. À la tête du pays, il entreprend des réformes, dans le but de moderniser le jeune pays. Par son engagement total vers l'unité africaine, Kwame Nkrumah compte parmi les plus grands panafricanistes de l'histoire africaine.